Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara maintient le suspense quant à une éventuelle candidature à la présidentielle de 2020. Le pays célèbre sa fête nationale ce mercredi. Ils étaient des centaines d'avocats dans les rues de Hong Kong pour une marche silencieuse en faveur des manifestants pro-démocratie. Ici aux États-Unis, après les fusillades qui ont frappé les villes de Dayton et d'El Paso, Donald Trump est allé sur le terrain alors que le débat sur la réforme des armes s'intensifie. Bonsoir à tous. Commençons donc par la Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara maintient le suspense sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le pays célèbre ce mercredi le 59e anniversaire de son indépendance. Lors d'une interview à la télévision d'État, le président Ouattara a indiqué qu'il ferait savoir sa décision l'année prochaine. Je vais prendre ma décision au moment opportun et sur la base de ce que mon parti me dira de faire, a déclaré M. Ouattara, qui achève son deuxième mandat en 2020. Mais il estime que la Constitution adoptée en 2016 lui permet de faire 2 autres mandats. Des propos évidemment contestés par certains Ivoiriens. Et pour parler de cette actualité ivoirienne, donc je reçois sur ce plateau Herman Aboa. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes ivoirien. Bonne fête. Merci. Alors, on l'a suivi dans son interview hier à la télévision d'État. Le président Alassane Ouattara ne s'est toujours pas prononcé, ou plutôt voudra se prononcer en 2020 quant à savoir s'il sera candidat à cette élection. Quelle analyse vous faites de cette position? Bon, je pense que, comme vous l'avez dit en titre, le président Alassane Ouattara maintient le suspense. Et pas qu'il ne soit pas forcément intéressé, je crois bien qu'il est certainement intéressé parce qu'il n'arrive pas à trouver parmi ses challengers, les héritiers, parmi ses héritiers, il n'arrive pas à trouver le bon cheval. Donc pour ne pas... Dans une, certainement, il se dit que si jamais l'environnement est ouvert, les 2 autres, Laurent Gbagbo et le président Bédié, certainement seront partis. Et s'il n'a pas trouvé un héritier qui est prêt pour faire face à ceux-là, je crois bien que lui-même, il va se présenter. Mais... Et comme il ne sait pas, les 2 autres ne se sont pas encore découverts sur ces questions, il maintient ce sujet. Mais je crois bien que lui-même, il est intéressé parce qu'il ne sent peut-être pas ses poulains prêts. Il est intéressé parce que justement, la Constitution de 2016, il a dit, lui permet de faire 2 autres mandats. Mais la Constitution de 2016, on peut dire que sur la question de la Constitution, il y a plusieurs interprétations. Vous savez que les juristes ne sont pas forcément d'accord, ne s'accordent pas là-dessus, parce qu'ils sont justement souvent dans les staffs des différents leaders politiques du pays, donc ne s'accordent pas là-dessus. Mais donc évoquer la Constitution comme l'élément sur lequel il faut s'adosser, c'est forcément un sujet à interprétation. C'est un passage en force aussi pour lui. Alors, quel pourrait être le rôle de Laurent Gbagbo dans le paysage politique ivoirien en ce moment, et notamment par rapport à la présidentielle de 2020, s'il n'était pas lui-même candidat? Bon, la question de Laurent Gbagbo, vous savez qu'avec son ancien ministre Charles Blé Goudé, ils sont dans une situation juridique qui n'est pas encore clarifiée. C'est vrai qu'on sent que le procureur Bensouda a quelques pépins qu'elle essaie de trouver avec la liste de témoins qui n'a pas forcément fait effet. Donc, sur la question si Laurent Gbagbo sera présent en 2020, on ne sait pas.
Mais on espère que quand on voit le paysage, on parle de réconciliation, le président Ouattara qui insiste encore sur la question de réconciliation, même si depuis 2011, les actes forts n'ont pas encore été posés par son régime, mais qui insiste sur la... Donc on espère que dans cet environnement, tous les trois grands seront là. Mais Laurent Gbagbo, déjà, il joue le jeu politique. Avec son parti qu'il a essayé de reprendre, il a repris les mains. Voilà. Oui. Pardonnez-moi. Un autre acteur important dans le paysage politique ivoirien, c'est bien Guillaume Soro. On l'a vu aux côtés de Laurent Gbagbo, on l'a vu aux côtés de Ouattara. Il a été président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, mais il a surtout été le chef de la rébellion en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il prépare pour 2020 ? Laurent Gbagbo, il a ça. Guillaume Soro. Guillaume Soro, oui. Somme toute, c'est quelqu'un qui a une carrure politique importante sur la scène politique ivoirienne. Aujourd'hui, il sera beaucoup plus à rapprocher de Bédié en laissant son leader naturel, Alassane Ouattara, vu qu'il n'a pas été, selon lui, bien traité par le régime qu'il a aidé à installer. Donc aujourd'hui, une grande partie du Nord et une grande partie des militants du RDR, voilà, du RHDP, sont avec Guillaume Soro. Voilà, on ne peut pas éplucher toute la question de la politique ivoirienne en un seul journal. Merci Herman Aboa d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Dans le reste de l'actualité, donc une nouvelle attaque dans le nord-est du Nigeria où 2 femmes kamikazes se sont fait exploser au milieu d'une foule mardi soir, faisant 3 morts et 8 blessés selon les services de secours. L'attentat a été attribué aux islamistes de Boko Haram. La double explosion s'est produite à Mafa, une agglomération située à une 50aine de kilomètres de Maïdougouri, chef-lieu de l'État du Borno. En 10 ans, l'insurrection de Boko Haram a fait quelques 27 000 morts, plus de 2 millions de déplacés dans la région et s'est étendue aux pays voisins du nord-est du Nigeria, notamment le Niger, le Tchad et le Cameroun. En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale force au Parlement, a présenté son candidat à la présidentielle anticipée du 15 septembre. Il s'agit d'Abdel Fattah Mourou, une première dans l'histoire de cette formation. L'annonce de cette candidature a été faite dans un communiqué laconique par le parti qui devait tenir dans l'après-midi une conférence de presse pour expliquer son choix. Abdel Fattah Mourou, 71 ans, est chef du Parlement par intérim depuis que son prédécesseur Mohamed Ennancer est devenu président par intérim après le décès le 25 juillet du président Béji Caïd Essebsi à l'âge de 92 ans. Le président des États-Unis, Donald Trump, s'est rendu à Dayton, dans l'Ohio, et à El Paso, au Texas, après des fusillades consécutives dans les 2 villes. Une visite controversée alors que le débat sur le contrôle des armes à feu est en pleine effervescence ici aux États-Unis. Le président réussira-t-il à rallier les avis? Plus de précisions avec Blanche Sano. Les 2 fusillades du week-end dernier ont tué au moins 31 personnes. Les communautés d'El Paso au Texas et de Dayton dans l'Ohio sont encore sous le choc. Des montagnes de fleurs, des messages et des bougies, tout pour exprimer leur chagrin après ce drame. Mais avec la visite du président Trump dans leur ville, beaucoup parmi eux sont sceptiques. Au moins 200 manifestants se sont rassemblés dans l'espoir de lui envoyer un message. C'est un manque de respect pour les immigrants, pour tous les immigrants en général, et même les Américains, car ils pensent que nous envahissons sa terre. Mais c'est le contraire. Nous venons pour une meilleure prospérité. Nous travaillons et nous nous battons pour nos familles, rien d'autre. Nous sommes des Latinos et ils ne nous aiment pas. Mais nous sommes ceux qui viennent travailler ici aux États-Unis. Ce pays est magnifique grâce aux immigrants. Au cours d'une conférence de presse ce mercredi, le président Donald Trump a rejeté les critiques selon lesquelles sa rhétorique aurait contribué à alimenter la division et attiser la violence. Par la même occasion, il a annoncé des mesures pour le contrôle des armes à feu dans le pays.
Eh bien, je cherche à mettre en place des vérifications des antécédents. Je pense que les vérifications des antécédents sont importantes. Je ne veux pas mettre des armes à feu entre les mains des personnes mentalement instables ou des personnes qui sont très en colère ou qui expriment la haine ou qui sont malades. Le président et la première dame se sont rendus dans un hôpital de Dayton où plusieurs victimes de l'attaque de dimanche ont été soignées. Ils ont tenu à remercier les premiers intervenants et le personnel de l'hôpital et aussi rencontrer les victimes et leurs familles. Certains des survivants essayent toujours de se remettre de ce cauchemar. De leur côté, les autorités mexicaines menacent d'engager des poursuites, affirmant que les États-Unis n'ont pas réussi à protéger leurs citoyens qui sont morts lors de l'attaque d'El Paso. À Hong Kong, des centaines d'avocats ont marché en silence en faveur des manifestants pro-démocratie, illustrant le soutien dont bénéficie toujours le mouvement dans le territoire malgré les avertissements de Pékin. La nuit dernière, les protestataires ont utilisé des lasers pour exprimer leur mécontentement. Yacouba Ouedraogo. Les manifestants ont brandi des centaines de pointeurs laser lors d'une manifestation qualifiée d'observation pour protester contre une récente arrestation d'un leader étudiant. Ce dernier a été surpris par la police portant des pointeurs laser de 10 à 18 cm. Le mouvement exigeant sa libération a vite dégénéré. Les manifestants bénéficient désormais du soutien de centaines d'avocats qui ont marché en silence ce mercredi pour deux raisons principales. La première est d'avoir une enquête indépendante sur les causes de ces événements pour savoir ce qui s'est passé derrière la scène. Deuxièmement, nous voulons une procédure de poursuite très indépendante. C'est la deuxième marche organisée depuis début juin par ces professionnels qui se tiennent habituellement à l'écart des manifestations. Pékin a adressé son plus ferme avertissement aux manifestants. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. À titre préventif, des milliers de policiers chinois ont participé à un exercice anti-émeute aux portes de Hong Kong. Le mouvement de contestation a démarré il y a 2 mois contre un projet de loi visant à autoriser l'extradition vers la Chine continentale. Le projet a été retiré, mais les manifestants réclament désormais l'enterrement définitif du projet de loi et le départ de la chef de l'exécutif local, Carrie Lam. Les derniers tirs de missiles par la Corée du Nord sont un avertissement à Washington et Séoul qui mènent des manœuvres militaires conjointes. C'est ce que révèle ce mercredi l'agence d'État KCNA qui cite le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ce dernier lancement de missiles a eu lieu mardi après que les forces américaines et sud-coréennes ont commencé la veille des manœuvres conjointes visant à tester la capacité de Séoul à avoir un contrôle opérationnel en temps de guerre. En Afghanistan, un attentat à la voiture piégée revendiqué par les talibans a fait au moins 14 morts et 145 blessés, dont une majorité des civils ce matin dans l'ouest de Kaboul. Un véhicule rempli d'explosifs a sauté à l'entrée du commissariat de police dans l'ouest de Kaboul, a déclaré le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur, Nasirit Rahmi. Et puis, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont annoncé la fourniture de 540 000 tonnes de blé au Soudan, en concrétisation de leur promesse d'aide à ce pays après l'éviction du président Omar El-Béchir. C'est ce que font savoir les médias des deux pays. Les deux pays ont alloué donc 540 000 tonnes de blé au peuple soudanais, ce qui répondra aux besoins alimentaires de base de la population pendant 3 mois. Et puis un attentat à la voiture piégée revendiqué par le groupe État islamique a tué 5 personnes mardi, donc 3 enfants dans une ville contrôlée par les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. C'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les véhicules ont explosé près de la poste à Al-Qadidania dans la province de Hasakeh sous contrôle des forces démocratiques syriennes selon l'OSDH. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. De plus en plus de personnes seront touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes en Afrique. C'est ce que révèle une équipe de chercheurs travaillant sur les effets du changement climatique. Redonner de l'espoir aux patients du Noma de la feinte labiale et palatine. Ça se passe à Yaoundé au Cameroun. Nous avons suivi pour vous certains patients de la fondation WeCare. Enfin, en sport, l'Espérance de Tunis a été déclarée vainqueur de la finale litigieuse de la Ligue des champions d'Afrique. Rendons-nous au Cameroun où l'espoir renaît chez les patients du Noma de la feinte labiale et palatine qui sont opérés avec succès. Des nouveau-nés, des enfants et même des adultes ont déjà bénéficié de cette chirurgie grâce à WeCare Foundation, une association humanitaire camerounaise basée à Yaoundé. Voyons tout cela dans ce reportage d'Emmanuel Juntap, notre correspondant sur place. Dans les locaux de WeCare Foundation, Junior est tout joyeux en compagnie de sa mère. C'est ici qu'il a subi 4 opérations, 3 de la fente du palais et 1 du bec de lièvre. Il est désormais en phase de thérapie de la parole. Il apprend à mieux prononcer certaines syllabes qui ne sortent pas. Son cas, il y a le peu et le be qui ne sortent pas, qui ne prononcent pas très bien. Et on essaie déjà à intégrer cela, qu'il sache déjà comment prononcer avant d'atteindre l'âge adulte. Madeleine a subi, elle aussi, une opération de la fente du palais à WeCare Foundation. Elle retrouve l'usage de la parole et un train de vie normal. Lorsque je prenais par exemple du lait, ça ressortait par les narines. De l'eau, ça ressortait par les narines. L'ouverture ne me permettait pas de prendre les choses liquides. Et la posture était assise. Quand je m'inclinais pour manger, ça ressortait. C'est derrière cette porte, sous la coordination de ce médecin, que la chirurgie de reconstruction faciale a pris de l'envergure. Grâce au financement de l'ONG américaine Smile Train, l'équipe mène des opérations gratuites sur les patients. On a opéré presque environ 1500 personnes dans la zone de l'Afrique centrale, des pathologies confondues, bec, ça veut dire la fente palatine et la fente labiale. La WeCare Foundation lutte aussi contre le Noma. Ita a souffert de cette infection de la bouche. Le jeune Centrafricain a même été rejeté dans son pays et recueilli par la WeCare Foundation. Des années plus tard, Ita présente bonne mine et meilleur visage. La fondation WeCare a désormais un nouveau challenge, faire des interventions chirurgicales des cas compliqués de patients de Noma. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé. Une noble mission donc. Le changement climatique va affecter plus sévèrement que prévu beaucoup de pays africains, selon un nouveau rapport. À en croire les chercheurs, à cause de la croissance démographique, de plus en plus de personnes seront touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes sur le continent au cours des prochaines années. Irénée Herman Umbo nous fait le point de ce reportage de Henry Richwell. Nous sommes à Farana, un village de la Guinée en Afrique de l'Ouest. C'est la saison des pluies, mais le ciel est clair et il ne pleut pas. Une catastrophe pour des riziculteurs comme Koular Mohamed. Le changement climatique a provoqué l'absence de pluie et donc il est très difficile pour nous de cultiver. Nous ne pouvons plus faire nos semences de riz justement à cause du manque de pluie. Le rapport du Bureau météorologique britannique et de l'Université de Leeds indique dans le même temps que le changement climatique provoqué par la combustion des énergies fossiles
entraînera le chaos en Afrique avec des épisodes de sécheresse et d'inondations soudaines. Pour la première fois, nous avons utilisé un modèle climatique à très haute résolution. Ce modèle est capable de représenter des processus à petite échelle dans l'atmosphère avec beaucoup plus de réalisme. Ces processus sont vraiment importants pour la façon dont les extrêmes climatiques pourraient changer en Afrique. Les auteurs du rapport avertissent également que des inondations soudaines comme celle en Ouganda l'année dernière et qui ont provoqué la mort des dizaines de personnes deviendront beaucoup plus courantes sur le continent. Ce type d'événement qui se déroulait tous les 30 ans à l'heure actuelle pourrait être aussi fréquent qu'une fois tous les 3 ou 4 ans. En termes d'extrême humidité et de fortes précipitations, nous constatons des changements sur l'ensemble du continent. En ce qui concerne les sécheresses extrêmes, nous constatons que les régions centrales et occidentales du continent sont touchées. L'Organisation mondiale de la météorologie a signalé que le mois de juillet de 2019 avait connu des vagues de chaleur records dans le monde entier, un phénomène qui, selon l'organisation, a réécrit l'histoire du climat dans le monde. Les scientifiques estiment que les populations africaines seront probablement parmi les plus durement touchées par le changement climatique au cours des prochaines décennies, étant moins capables de faire face à ses conséquences. Place à présent à l'actualité sportive avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, on commence par cette décision de la CAF. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, la décision de la commission de discipline de la CAF est tombée. Après des heures de réunion sous la direction du Sud-Africain Raymond Haka, la commission a déclaré vainqueur perdant de la finale retour par forfait le club marocain du Wydad Casablanca, donnant ainsi le titre à l'Espérance de Tunis. Au terme d'une longue bataille de procédure, les Marocains sont sanctionnés pour avoir abandonné le match retour le 31 mai pour protester contre une panne de l'assistance à l'arbitrage vidéo. Le verdict s'est basé uniquement sur le rapport de l'arbitrage de Papa Bakary Gassama. Le WAC devra aussi payer un total de 35 000 $ comme amende, tandis que l'Espérance de Tunis a écopé de 2 matchs à huis clos. Et puis, Florent Ibenge jette l'éponge en République démocratique du Congo. L'entraîneur congolais surnommé coach Android a annoncé sa démission du poste de sélectionneur des Léopards après une rencontre avec le président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari. Suivez. Sous la sellette, depuis l'élimination des Léopards par Madagascar en 8e de finale de la récente CAN en Égypte, Florent Ibenge vivait ses derniers moments comme sélectionneur de la RDC. 5 ans, c'est beaucoup. On a fait des bonnes choses, des moins bonnes. C'est la vie. En tête des Léopards depuis 2014, Florent Ibenge a terminé 3e à la CAN 2015. Il a aussi été quart de finaliste en 2017 et a remporté le championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2016. Coach Android dit toujours être à la disposition du football congolais. Maintenant, on a discuté de choses et d'autres, et éventuellement de prendre d'autres fonctions au sein de la fédération. Florent Ibenge est aussi l'entraîneur de l'AS Vita Club. Il n'a pas accompagné le club au Cameroun pour un match ce week-end face à l'US Loum, mais le secrétaire général de V-Club a évoqué un congé sollicité par Ibenge. On s'est dit à demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Un groupe de pilotes adolescents originaires d'Afrique du Sud dont l'objectif était de piloter un avion assemblé par leurs propres soins a dû faire demi-tour suite à la tragédie qui a mis fin à leur expédition. Les 2 pilotes adultes et expérimentés qui pilotaient l'avion de soutien accompagnant les adolescents sont morts dans un accident en Tanzanie. Le groupe avait quitté l'Afrique du Sud en juin dans le cadre du projet Cape to Cairo, entendez, du Cap au Caire, projet de l'association U-Dream Global. Maryse de Clercq relate les faits de Kialami en Afrique du Sud. Dilidico raconte. Les victimes de l'expédition U-Dream Global étaient 2 directeurs de l'association, Des Warner et Warner Frontman. Leur avion serait tombé en panne le week-end écoulé, peu après son décollage en Tanzanie, alors qu'il tentait de se rendre au Malawi. Atoll Franz, rédacteur en chef et propriétaire du magazine African Pilot, suit l'initiative Cape to Cairo depuis que la fondatrice de U-Dream Global, Megan Warner, âgée de 17 ans, a lancé l'idée que des adolescents construisent un avion et le fassent voler du Cap au Caire en Égypte.
Il est difficile de spéculer sur ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont eu une panne de moteur. Mon point de vue sur Des Werner est qu'il était un pilote de transport aérien hautement qualifié. Il avait quelque chose comme 15 000 heures de vol à son actif. J'avais vraiment hâte de participer à la soirée de retrouvailles au cours de laquelle nous avions prévu de célébrer les exploits de Meghan et de ses amis. Je suis attristé que cela se termine par une telle tragédie. Selon UDream Global, Werner et Frontman allaient rejoindre les pilotes adolescents de UDream Global et leur avion construit par eux-mêmes au Malawi. Ils devaient ensuite rentrer en Afrique du Sud. En juin, Frontman a déclaré avoir décidé de participer à la mission parce qu'il s'agissait d'un projet en perpétuelle évolution, ce qui n'a d'ailleurs pas toujours été facile. Vous devez avoir une attitude positive, vous devez prendre les bonnes décisions et prendre des mesures et n'est pas juste rester assis. Il faut avoir la foi car il est impossible d'anticiper les problèmes que nous avons eus. Nous n'aurions jamais pu connaître les solutions au moment où nous avions commencé. La fondatrice et pilote de UDream, Meghan Werner, est également la fille de Des Werner. Elle a initié le projet pour montrer aux jeunes que les rêves peuvent devenir réalité. Lors du vol inaugural de l'avion auto-assemblé de UDream Global en Afrique du Sud, peu de temps avant le début du voyage vers l'Égypte, Des Werner et son épouse Belinda ont parlé de leurs attentes. Je pense que toute mère serait inquiète. Toute mère et épouse serait inquiète. Mais vous savez, étant moi-même dans l'aviation, je suis heureuse qu'ils aient choisi ce domaine pour faire passer le message que tout est possible. C'est ce à quoi nous croyons en tant que famille. Sur la page Facebook de UDream Global, les familles des pilotes décédés ont demandé le respect de leur vie privée pendant cette période difficile. Comment soigner son stress? Eh bien, à Singapour, plusieurs personnes vêtues de leur combinaison ont choisi de faire de la peinture sur des murs et des toiles à l'aide de pistolets à eau et de seringues dans un nouveau studio d'art éphémère où les gens se salissent pour soulager le stress. Donc, pour environ 28 $, les clients de Split Pen House reçoivent un forfait comprenant toile, peinture, gants et combinaisons. Il n'y a pas de règles ni de limites de temps. Les gens peuvent continuer jusqu'à ce qu'ils soient à court de peinture et se laisser tomber sur les murs quand leur toile est pleine. Ce studio est souvent assimilé à des salles de rage où les gens peuvent donc exprimer leur colère en brisant des objets. Mais sa fondatrice, Andrea Lim, souhaite que ses clients repartent avec une belle création qu'ils peuvent fièrement afficher chez eux. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé. Demain est un autre jour. Bonsoir.